Cultination bonjour. Les faits antiques relatent des événements mythiques et légendaires. Parmi ces faits, on enseigne l'existence d'une civilisation avant l'apparition de l'homme. Selon la mythologie des Grecs, un des peuples ayant existé a vécu dans un pays appelé Hyperborée, un lieu connu pour sa beauté, mais également pour les mystères qu'il regorge. Notre voyage dans cette nouvelle vidéo vous fera découvrir cette civilisation mystérieuse et ce qui la constitue. Direction le royaume des géants. Commençons déjà par situer l'Hyperborée. Pour le peu qu'on puisse dire, la situation géographique de l'Hyperborée reste inconnue. Les Grecs la classent parmi les régions du monde qui ne sont pas accessibles ou du moins peu accessibles. Dans certains récits qui l'illustrent, on la situe comme l'endroit de la Terre où tu pouvais voir la Lune de près. Où est-ce donc cet endroit ? Elle est dite située aux confins du monde. Toutefois, la mystérieuse cité est située par d'autres récits comme dans les régions les plus glaciales du monde en raison de la composition de son nom. En effet, dans Hyperborée, on a Hyper pour au-delà et Borée qui signifie le vent du nord. Il est donc pertinent qu'on situe l'Hyperborée en raison de son nom, ce qui donne au-delà du vent du nord. Le contraste ici est que la cité est définie comme paradisiaque et sans mauvaise saison. On raconte également que la terre hyperboréenne était habitée par des êtres spécifiquement végétariens et sans connaissance de la maladie. Selon d'autres détails tirés de certains récits, l'Hyperborée a été située et caractérisée comme étant une île des dimensions de la Sicile vers l'embouchure du grand fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique, la Loire. Elle est définie comme terre fertile, produisant de nombreuses récoltes par an entre fruits et légumes. C'était une civilisation heureuse qui vivait sans craindre la mort. Elle était très vertueuse et pieuse, avec des célébrations adressées à Apollon, le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Le peuple consacre ses chants et danses au dieu détenteur de forêts et d'un temple au milieu de l'île. D'autres chercheurs localiseraient cet endroit paradisiaque en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il semble de plus en plus irrationnel qu'un tel endroit habité ait réellement existé. Pourtant, quand on résume, on constate plusieurs tentatives des chercheurs à vouloir ajouter cette cité mythologique à la carte terrestre. L'Hyperborée, la maison des dieux et des géants. Faisons un retour dans le passé. Il est relaté et connu de nous tous que plusieurs civilisations ont vécu pendant des milliers d'années. Ces civilisations étaient décrites comme vivant dans des cités très avancées. Malheureusement, plusieurs milliers d'années après l'existence de ces civilisations, cultures et faits, il n'en reste plus rien, sinon que des récits historiques racontant les événements passés. Pour la plupart de ces récits, les chercheurs ne font référence qu'à des faits probablement arrivés et pas très exacts. De ce fait, l'Hyperborée n'est pas connue comme les autres mythes tels que l'Atlantide, l'histoire des Lémuriens ou encore l'histoire de Mu et bien d'autres. Pourtant, l'Hyperborée a été au cœur de l'Antiquité grecque et de tout son patrimoine historique. Il est établi que ce royaume, au nom de l'Hyperborée, était une maison de dieux vivants et la terre de géants. Vous y croyez, vous ? Continuons pour en savoir plus sur ce pseudo-royaume de dieux sur terre. Dans la mythologie grecque, l'Hyperborée est décrite comme la rivale de l'Atlantide. C'est le lieu-dit où les dieux eux-mêmes descendaient en personne depuis les cieux. Ce lieu leur servait de refuge. Ils y ont fait leur demeure et rendu la cité prospère et rempli la cité d'histoire de culture et de technologie. Bien sûr, de technologie. Une technologie encore aujourd'hui inégalée. On relate aussi que les habitants de cette cité, en plus d'être immoraux, étaient décrits comme des dieux. Leur terre habitée est tellement spéciale qu'on ne pourrait la comparer à aucun endroit sur Terre. Évidemment, cette grande cité était dirigée par 3 prêtres du dieu Apollon. Cette forme de gouvernance était appelée la théocratie. Les 3 prêtres gouverneurs, connus sous le nom de Boréades, sont des géants fils de Boréas, vent du nord. Dans la mythologie grecque, plusieurs auteurs rapportent que le royaume de l'Hyperborée était un endroit habité par les géants. Ils relatent également que le dieu du vent appelé Borée habitait un endroit appelé Thrace. Cette croyance a été répandue par ces relateurs de faits et les adeptes des théories mythiques y croient. Un des poètes grecs du nom de Pindare parle de l'Hyperborée et dit « Ce n'est ni par bateau ni à pied que tu trouveras la route merveilleuse vers l'assemblée des Hyperboréens. » Il décrit également la perfection divine du peuple de cette terre en ces mots. Jamais la muse n'est absente de leur chemin.
Les lyres s'entrechoquent et les flûtes crient et partout les chœurs de jeunes filles tourbillonnent. Ni la maladie ni la mère vieillesse ne se mêlent à leur sang sacré. Loin du travail et de la bataille, ils vivent. Ces propos montrent la pureté et la perfection du peuple hyperboréen. Les géants de la mythologie grecque. Quand on parle de la merveilleuse cité d'Hyperborée, il est nécessaire d'en évoquer les géants et les dieux y ayant vécu. Les récits relatent l'apparition de plusieurs géants, dont les enfants de Gaïa. Les enfants de Gaïa, qui signifient la terre, sont nés du sang coulant de la blessure d'Ouranos, signifiant la terre. De l'union de Gaïa et d'Ouranos furent conçus 12 titans. Koéos, Phoèbe, Thétis, Océan, Mnémosyne, Thémis, Chronos, Rhea, Hyperion, Théia, Japet et Krios. Elle engendra aussi les Hécatonchires et les Cyclopes. C'est d'ailleurs de la mutilation d'Ouranos de par son fils Chronos qu'a coulé le sang ayant engendré les enfants de Gaïa comme on les connaît. Ces géants issus de cette mutilation ont du sang divin. Pour peu qu'on sache, ils sont en partie mortels, mais ne peuvent être tués que par la présence d'un dieu et d'un autre mortel. L'histoire raconte qu'il existe une plante qui les préserve des coups mortels. Malheureusement, avant qu'un de ces géants ne pût s'en servir, Zeus s'en est accaparé. Pour arriver à ses fins, Zeus ordonna à ses Hélios le soleil de ne pas s'élever, à la lune, Sélénée et à Éos, l'aurore de ne pas briller. Toutes ces interdictions permettent que personne ne puisse trouver l'herbe. Les autres géants. La mythologie grecque inclut également plusieurs autres géants. L'un des géants les plus connus est Atlas, en raison de son nom porté par une montagne. Bien plus qu'un nom, il est rapporté que Atlas, la montagne donc, est le géant Atlas lui-même, qui aurait été transformé ainsi par son frère Persée. Cette transformation est survenue après que Persée, du retour d'un combat où il aurait tué Gorgo, présente à Atlas une tête de méduse. Atlas serait changé donc en montagne. Pour ceux qui auraient regardé donc la série télévisée Atlantide, vous savez en quoi et comment on peut être transformé quand on voit la tête de Gorgo, la méduse. Le célèbre et mythique historien Hérodote est le premier à parler d'Atlas comme une montagne en Afrique du Nord. Pour la biographie, Atlas est un géant fils de Japet et de l'Océanide Clyménée. Il a plusieurs frères dont Ménoétios, Prométhée et les hommes violents appelés Épiméthée. D'autres récits le disent fils d'Ouranos et donc frère de Chronos le titan. Il est de la génération divine antérieure à celle des Olympiens et à des êtres monstrueux. Il participe à la guerre des géants et des dieux. Sa punition fut de supporter la voûte du ciel. Cette punition lui est infligée par Zeus. Sa demeure est parfois située dans l'extrême occident, parfois dans l'Hyperborée. Également père, on attribue à Atlas plusieurs filles et fils, Pléionée, les Pléiades et Iadès, les Hespéris et les Hespérides. On considère Ias et Hespéros comme ses fils. Aujourd'hui, Atlas, le géant, est considéré comme un astronome ayant enseigné aux humains les lois du ciel. C'est ce qui lui a valu sa divinité. L'union de Gaïa et d'Ouranos a donné naissance à plusieurs géants, dont le plus remarquable, Alcyone. Il était remarquable par sa taille, sa prestance et sa force. Sa particularité est qu'il ne pouvait pas être tué tant qu'il combattait sur la terre où il est né. Alcyone participe à la guerre des géants et des dieux et joue un rôle principal dans cette guerre. Les mythes racontent qu'il fut tué par Héraclès. En effet, sur le conseil d'Athéna, Héraclès le transporta loin de sa terre natale, Païénée, et le transperce d'une flèche. Ce fait est survenu après que le géant ait abattu d'un coup de rocher 24 des compagnons d'Héraclès. Après la mort de leur père, les filles d'Alcyone, appelées les Alcyonides, se jettent dans la mer et sont transformées en oiseaux. Éphialtès fut également une victime d'Héraclès et d'Apollon. Il est tué par une flèche dans les yeux. Il était un acteur de la gigantomachie et a combattu aux côtés des géants. La gigantomachie est le combat fabuleux des géants contre les dieux de l'Olympe, thème fréquent dans l'art grec. Eurytos et Mimas participent également à la guerre contre les dieux. Ils meurent respectivement par coups de Thyrse des mains de Dionysos et foudroyés par Zeus. D'autres géants participent également à la bataille contre les dieux, dont Porphyrion. Il fut tué également par Apollon. La guerre des géants et des dieux, la gigantomachie. La guerre des géants opposait les géants aux Olympiens. L'origine de cette guerre est antérieure à la prise de pouvoir par Zeus. En effet, vainqueur de la titanomachie, Zeus décide d'enfermer les titans de la Tartare. La mère des titans, Gaïa, étant outrée et très énervée contre la séquestration de ses fils, était remplie de vengeance. Elle était consciente qu'elle perdrait le combat si elle se livrait directement en affrontement avec le dieu de l'Olympe. Elle fait donc appel à une armée constituée de géants. Les géants étaient donc ses instruments de sa vengeance.
Dans son armada pour la guerre, Gaïa avait ses 12 enfants. Coéos, Phoèbe, Thétis, Océan, Mnémosyne, Thémis, Chronos, Rhea, Hyperion, Théia, Japet et Cryos. Entre autres, les géants étaient pourvus de forces invincibles et avec une carrure assez énorme. Ils avaient un aspect très effrayant et leurs jambes sont des corps de serpent. Leur chevelure était épaisse avec une barbe fournie et très désordonnée. Les géants naissent sur la presque île de Païéné à Phlégrae. Zeus, ayant connaissance de cette préparation et sachant que les géants ne pouvaient être tués par un dieu et un mortel, il engendre Héraclès. La bataille se déroule sur la terre où naissent les géants, Phlégrae. Sitôt que les géants naissent, ils menacent Ouranos, leur père, en le lapidant avec d'énormes rochers. L'Atlantide, la fameuse et mythique cité d'Atlantide. Connue pour sa rivalité avec l'Hyperborée, l'Atlantide est une île mythique ayant la taille d'un continent. On rapporte que cette île avait été attribuée à Poséidon lors du partage du monde. Cette dimension de la Terre aurait disparu après un cataclysme. L'île-continent est dite engloutie par la mer. On a connu son histoire qu'après l'ère Platon. Tous les récits écrits après Platon à propos de cette île mythique sont tirés des écrits du philosophe. De par les faits, Platon serait donc l'auteur de ce qu'on connaît aujourd'hui sur cette île disparue. Tout le mythe illustré après son tributaire de ses œuvres. Il est donc légitime de reconnaître son originalité et de lui en donner le mérite. L'Atlantide serait donc cette île qui fait rêver et suscite beaucoup de questions. Grâce aux récits platoniciens, certains points ont eu de la lumière pour être mieux compris. Tout comme l'Hyperborée, il est légitime de se poser des questions sur la civilisation de ce lieu, la culture et ce qui constitue cette cité. Notez surtout qu'à propos, il existe une série de romans, d'essais, de bandes dessinées, de jeux, de films de jeux et bien d'autres. Je me pose cette même question que vous. Mais où est située l'île ? Où se situe l'Atlantide ? L'Atlantide est située à l'ouest des colonnes d'Hercule selon les récits de Platon. Si on se fie à ce récit, on peut donc affirmer que cette île mythique est située dans l'océan Atlantique et correspond à l'emplacement actuel du Gibraltar. À l'époque, cette région de la Terre était inconnue des frontières du monde et de l'au-delà. Cette région va du jardin des Hespérides, voire de l'île des Bienheureux au sud et s'étend jusqu'au royaume des Cimmériens au nord. Par ailleurs, Platon présente deux modèles de cité-état anciens ayant disparu. Entre faits mythiques et logiques, un discours inspiré par l'imagination ou par la réalité, Platon joue sur son récit en le présentant comme une histoire vraie. Les deux cités-états qu'aborde Platon dans ses récits sont d'un côté l'ancêtre d'Athènes et de l'autre l'Atlantide, constituée au-delà des colonnes d'Hercule dans le détroit de Gibraltar, dans le mystérieux océan. On raconte que ces deux cités-états étaient entrés en conflit et ont été engloutis par le cataclysme des milliers d'années avant la naissance de Platon. Entre autres, Socrate s'exclame « Que ce ne soit pas une fiction fabriquée mais une histoire véritable, voilà qui est essentiel ». C'est dans deux de ses dialogues dits de vieillesse, le Timée et le Critias, que Platon raconte une histoire vieille de 9000 ans. Elle se présente comme un récit fait au fameux législateur athénien Solon par un vieux prêtre égyptien de la déesse Neis que les Grecs assimilent à Athéna et Saïs en Égypte, dans le delta du Nil, à une date que l'on pourrait situer vers 590 avant Jésus-Christ. De retour à Athènes, Solon transmet cette histoire à son parent Critias, dit l'Ancien, alors enfant, qui la transmet à son tour à son petit-fils Critias, dit le Jeune, élève de Socrate et oncle maternel de Platon. C'est ce dernier qui la rapporte en dialoguant avec Socrate vers 430 avant Jésus-Christ. L'histoire de l'Atlantide est relatée dans le Critias 108e-121c, où les faits relatés se terminent brutalement au milieu d'une phrase. Lorsque les dieux furent tous réunis, Zeus dit « A-t-on perdu la fin du manuscrit ? Platon a-t-il laissé son dialogue inachevé ? Des questions sans réponse aujourd'hui. » La royauté Atlantide. La royauté Atlantide est ce dont on parle le plus. En effet, les rois de l'Atlantide sont les descendants de Poséidon et d'une princesse locale, Clito. Le roi le plus ancien ici est nommé Atlas, roi d'éponyme de l'île. Il a fait construire une cité idéale selon un plan en cercle concentrique autour du temple de Poséidon et Clito. Son règne correspond à une espèce d'âge d'or. Les Atlantes sont vertueux et justes. Ils sont gouvernés avec sagesse et modération. La nature pourvoit généreusement à tous leurs besoins. Plusieurs générations se succèdent ainsi jusqu'au jour où, corrompus par l'orgueil de dominer, ils abandonnent leurs mœurs paisibles et pris d'une frénésie de conquête, envahissent en force l'Europe et l'Asie.
Selon le récit de Platon, ils sont alors arrêtés par une armée de combattants athéniens et les dieux pour les punir de leur démesure, déclenchant un cataclysme qui engloutit à la fois les guerriers athéniens et l'Atlantide. Depuis Platon, l'Atlantide n'en finit pas d'exciter les imaginations. Aujourd'hui encore, certains explorateurs sont persuadés qu'ils vont découvrir le continent englouti dans les profondeurs de l'Atlantique, tel que le capitaine Nemo de Jules Verne. La pérennité de l'Égypte. Étymologiquement dérivé du latin fabula, la fable atlantidéenne, qui, comme le grec muté, veut signifier la parole rapportée, revendique un fondement et un garant d'authenticité pour la caution de l'Égypte. Considéré comme le plus vieux peuple du monde, le plus vulnérable, le peuple égyptien joue en quelque sorte le rôle d'un conservateur d'antiquité pour assurer la mémoire de l'humanité. C'est de cette pérennité que vient la remarque amusée d'un prêtre. « Ah, Solon, Solon ! Vous autres Grecs, vous êtes des perpétuels enfants. Un Grec n'est jamais vieux. » Les destructions successives, catastrophes naturelles, déluges ou provoquées par l'homme ont empêché les Grecs de conserver leur histoire antédiluvienne. Alors que la générosité du Nil, appelée notre sauveur par le prêtre, a permis aux Égyptiens de conserver les plus anciennes traditions. L'Atlantide, mythe ou utopie? Dites-nous ce que vous en pensez et ce que vous savez sur cette cité perdue en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît. Et surtout portez-vous bien et à bientôt sur Cultination.